Nouveau président, nouvelle décision. Mais peut-être pas tant que ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Chine et aux États-Unis, une guerre qui avait été une guerre commerciale sous le mandat de Trump, et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est sous le mandat de Biden, dans quelle direction allons-nous, ce qui est très intéressant puisque non seulement Biden Trump avait une façon très à lui de régler les conflits, entre, pour certains, carrément les apaiser, voire même faire semblant qu'ils n'existent plus, et d'autres où il rentrait dedans en mode je viens tout péter. On va voir un petit peu si Biden va suivre l'une ou l'autre ligne, ou si au contraire il va essayer d'apaiser un petit peu toutes les tensions. C'est parti, j'ai trouvé un article récapitulatif. Vous savez, en fin de semaine, souvent, dans les journaux, ils font ça, des articles un peu dossiers, on va dire, sur certaines situations, et je trouvais assez intéressant de revenir dessus. Entre Chine et États-Unis, un nouveau combat de titans s'annonce. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, il cligne souvent des yeux, celui-là, a annoncé la couleur avant même la première rencontre qu'il tient ce jeudi en Alaska avec son homologue chinois. C'est important d'avoir une occasion de nous parler directement, clairement, ouvertement, pour prouver à nos homologues que les inquiétudes que nous avons exprimées publiquement sont les mêmes que nous exprimerons en privé. Et aussi, d'ailleurs, ça c'est hyper intéressant parce que même là, Biden, ce qui est ouf, Trump n'a jamais eu ça, Biden, il va carrément, Poutine lui a proposé de faire une interview, en direct. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Et honnêtement, je trouve... je comprends l'exercice. J'aimerais voir ça, quoi. J'aimerais vraiment voir ça. Même si Poutine, il est malin, c'est un gars qui connaît l'art de l'éloquence, donc faudrait faire vraiment gaffe, mais je crois que Biden est loin d'être loin d'être stupide, donc ça pourrait vraiment être intéressant. L'administration Biden veut faire passer le message à Pékin que la fermeté qu'elle affiche depuis son entrée en fonction n'est pas du bluff. Les États-Unis sont prêts à mener un long bras de fer avec l'autre superpuissance économique mondiale. Pékin représente une menace. Pékin devra poser des actes pour rétablir une confiance minimale avec les États-Unis. Devant le Congrès, le secrétaire d'État américain avait estimé que les actes et l'attitude de Pékin représentent une menace pour la sécurité, la prospérité, les valeurs des États-Unis et de nos alliés et partenaires, en ajoutant qu'il allait évaluer s'il y a des possibilités de coopération. Sous la présidence de Donald Trump, les relations Chine-États-Unis se sont progressivement détériorées, au point que l'on évoque désormais un climat de guerre froide. Si les Chinois espéraient que le changement d'administration apporte un assouplissement, la réponse de Joe Biden est peine perdue. Le nouveau président américain a repris à son compte la fermeté de son prédécesseur. Et ça, c'est très intéressant, parce que c'est vrai qu'il avait l'air d'afficher, durant les élections, il avait l'air d'afficher quand même une envie de tout apaiser, même s'il avait dit que pour la Chine, ça dépendrait. Mais là, visiblement, finalement, vous savez, on dit que Trump et Biden, tous les opposent, mais peut-être pas tout. On va dire à 95%. L'alliance anti-Pékin, le Quad. Mais Joe Biden a choisi de changer radicalement de méthode. Là où Donald Trump agissait par coup d'éclat et décision unilatérale, il a décidé d'élaborer face à la Chine une stratégie concertée avec les alliés des États-Unis à travers le monde, en Europe et en Asie en particulier. Dans la région, il s'appuie désormais sur une alliance anti-Pékin baptisée le Quad, qui réunit États-Unis, Australie, Corée du Sud et Japon. Ok, bon, jusque-là, pas de surprise, honnêtement... c'est les alliés américains, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Bon. Ce groupe est élevé au rang de principal atout stratégique de l'Amérique, au même titre que l'OTAN. Par contre, c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est que là où Trump faisait America First, et suivait cette philosophie où il disait l'Amérique va se démerder toute seule contre la Chine, ici, Biden, lui, il s'appuie sur ses alliés, et visiblement, il a envie de ramener ce rôle très fédérateur qu'avaient les États-Unis avant le mandat de Trump, le rôle de superpuissance que l'on suit, plutôt que superpuissance qui agit toute seule.
Premier sommet virtuel. Pour bien montrer aux Chinois la réalité de cette nouvelle coopération régionale, Joe Biden a organisé en février le premier sommet virtuel du Quad. Aucun des 4 dirigeants n'a ouvertement cité la Chine. En jargon diplomatique, cela s'est traduit par des discussions sur la sécurité maritime et le maintien d'une région Indo-Pacifique libre et ouverte. Poursuivant sur cette lancée, Anthony Blinken s'est rendu à Tokyo et à Séoul en compagnie du ministre américain de la Défense Lloyd Austin. Le chef du Pentagone s'est lui rendu en Inde et le Premier ministre japonais sera en avril le premier dirigeant étranger à être reçu en personne aux États-Unis par le nouveau président. Donc clairement, c'est pas rien, hein, ce sont des actes forts de la part de Biden. Et ce qui est intéressant, c'est que donc il le fait de manière frontale, donc une guerre frontale et économique envers les Chinois, ainsi que visiblement de guerre froide, puisque un peu militaire, mais sans jamais citer la Chine, donc ça montre qu'ils n'ont... Enfin, je pense que le message qu'ils veulent faire passer, c'est on ne veut pas de guerre, on veut juste que les choses se passent bien, et donc trouver des accords, mais on ne se laissera pas marcher dessus, quoi. Le plus grand défi géopolitique du XXIe siècle. La vraie force, ce ne sont pas les fanfaronnades et les coups de menton. Elle ne s'appuie pas uniquement sur la puissance militaire, avait expliqué Anthony Blinken lorsqu'il avait présenté sa politique à venir. Cela signifie travailler avec nos alliés et partenaires sans les dénigrer, car nos poids combinés rendent beaucoup plus difficile pour la Chine de nous ignorer, a-t-il martelé. Il avait aussi souligné la nécessité pour les États-Unis de reprendre leur place au sein des organisations internationales, car lorsque nous les avons quittés, la Chine a rempli le vide. Et ça, c'est mon opinion pour le coup aussi. Si vous avez une opinion inverse, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Mais c'est vrai que pour moi, les Américains, en s'isolant, clairement, ils se sont juste auto-niqués en fait. Trump, c'était le truc qui m'énervait le plus, c'est qu'en se faisant passer pour les plus forts, vous savez, le gars qui bombe le torse et qui fait « moi j'ai peur de rien », bah le gars à la fin il se retrouve tout seul quoi. Et même si le gars il est très musclé et il fait 3 mètres de haut, s'il se retrouve face à 50 mecs qui font 1m50, je donne pas cher de sa peau quoi. Anthony Blinken avait alors érigé la compétition avec la Chine en plus grand défi géopolitique du XXIe siècle et en priorité de sa politique étrangère. La Chine est le seul pays avec la puissance économique, diplomatique, militaire et technologique susceptible d'ébranler sérieusement le système international stable et ouvert, toutes les règles, valeurs et relations qui rendent le monde tel que nous voulons qu'il soit, a-t-il affirmé. Alors évidemment, c'est des Américains, hein, donc là, ceux qui vont dire « Et l'impérialisme américain ?» mais évidemment, hein, qui rendent le monde tel que nous voulons qu'il soit, bon, ben évidemment qu'il y a une guerre idéologique derrière, hein, même si honnêtement, je trouve que la Chine ne représente pas non plus le communisme. C'est, bon, ben vous savez, c'est le fameux... cercle vicieux hein, des idéologies, c'est que dès que ça va dans l'extrémisme, extrême droite, extrême gauche, ça devient le même combat à un moment donné. Même si justement, il y en a qui du coup débattent sur le fait, est-ce que finalement, une extrême gauche qui devient extrême droite n'était pas juste d'extrême droite et pas vraiment d'extrême gauche. Bon bref, on en parlera une autre fois, j'en ferai une vidéo dessus. Mais là pour le coup, de toute façon, c'est clair que pour moi, c'est pas un système communiste la Chine. Ils ont des sociétés, ces sociétés qui vendent à l'international, à des Européens qui sont des systèmes capitalistes. Je pense que autant un système capitaliste peut travailler avec un système communiste, autant je pense qu'un système communiste ne peut pas travailler avec un système capitaliste, ça n'a aucun sens. Donc, bref. Compétition, collaboration, antagonisme. Il avait promis que les relations avec Pékin seraient un mélange de compétition quand ce sera sain, collaboration quand ce sera possible, et antagonisme quand ce sera nécessaire. Très bien dit ça. Lors de sa rencontre ce jeudi avec son homologue chinois, Anthony Blinken a affirmé vouloir aborder notamment les sujets sur lesquels Washington a de profonds désaccords. Voici les principaux sujets de contentieux mis en avant par les États-Unis. Y a pas mal de points, hein. Quand même les gars. Les pratiques économiques chinoises. L'administration Biden effectue un examen complet de la relation commerciale entre les deux premières puissances mondiales. Dans la continuité du gouvernement dirigé par Donald Trump, l'actuel exécutif estime que les pratiques commerciales chinoises sont déloyales en pointant les pressions économiques, des mesures injustes ou illégales ou le vol de propriété intellectuelle. Et j'avais vu une vidéo du Vortex, super chaîne que je vous conseille très fortement, hein, une chaîne d'ailleurs financée par Arte, du Vortex où il parlait justement des contrats, je crois que c'est la vidéo sur l'Antarctique, à qui appartient l'Antarctique, et il parlait du fait que les contrats en fait mondiaux, donc les contrats entre différentes puissances mondiales,
elles ne tiennent que par le bon vouloir des puissances. Et c'est ça la grande difficulté. C'est que autant nous, en tant que citoyens, il y a la loi au-dessus de nous, on peut aller voir un juge, etc., et essayer de faire valoir nos droits, et que lui tranche. Mais dans le monde entier, ça ne marche pas comme ça pour un pays, en fait. Et c'est là où c'est très complexe, c'est qu'effectivement, on peut faire des accords, mais par exemple, l'Iran ne suit plus l'accord parce que Trump avait dit que l'accord lui semblait... voilà, donc Trump, en disant que ça lui semblait un accord nul, eh ben, l'Iran a décidé de ne plus suivre l'accord. Mais il n'y a pas eu un juge qui a fait « Bon, voilà, l'ONU essaye de remplir parfois ce rôle, parfois il y a d'autres instances, l'Europe, etc. » Mais c'est vrai que, bon, pour le coup, c'est pour ça que c'est si compliqué de trouver des accords entre les différents pays. Taïwan. Pékin considère ce territoire comme une de ses provinces et menace de recourir à la force en cas de proclamation formelle d'indépendance sur l'île. La Chine multiplie les initiatives pour isoler davantage l'île d'un point de vue diplomatique, économique et militaire. Il est clair que Taïwan fait partie de leurs ambitions et je pense que la menace est évidente, a expliqué le commandant des forces américaines de la région, l'amiral Philip Davidson. Taïwan, il faut savoir que donc après Mao Tse-tung, je crois, eh bien quand il y a eu la révolution en Chine, si je dis pas de conneries, c'est un truc du style, non? C'est en Chine ou au Japon, je confonds peut-être. Mais bref, Taïwan, en tout cas, a toujours été assez proche, en tout cas politiquement, des États-Unis. Et puis là, surtout, il y avait eu une dictature pendant un temps. Et puis maintenant, bref, les élus sont enfin, pas anti, mais ils sont contre le gouvernement chinois. J'allais dire anti-chinois, mais ça, c'est du racisme. Alors que c'est pas du racisme qu'ils ont, c'est plutôt qu'ils sont contre les idées du gouvernement chinois, de ce que j'ai compris, et donc c'est pour ça que c'est si important pour les Américains de protéger cette île. La région Indo-Pacifique, la zone est le théâtre d'une lutte d'influence entre Pékin et Washington. La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale et se plaint régulièrement des opérations américaines dites liberté de navigation près d'îles qu'elle y contrôle. Plusieurs pays riverains comme les Philippines, la Malaisie, Brunei et le Vietnam contestent également certaines revendications chinoises dans cet espace maritime, une route clé du commerce maritime mondial. Et c'est là où l'Amérique a de quoi se faire des alliés, en tout cas même momentané, je vais le dire comme ça, mais parce qu'effectivement, il y a beaucoup de discussions. La Chine ne cesse de vouloir s'étendre et ça emmerde évidemment ses voisins et qui ne seraient pas contre la deuxième, maintenant, puissance économique mondiale, comme soutien. Hong Kong. Les États-Unis accusent la Chine de mener des attaques permanentes contre les institutions démocratiques de Hong Kong et d'affaiblir systématiquement l'autonomie de l'ancienne colonie britannique. Et bon, ça, il n'y a même pas besoin d'en discuter, je pense que tout le monde est au courant. Xinjiang, Tibet et droits de l'homme. Les États-Unis comptent réaffirmer leur rôle mondial dans la défense des droits de l'homme, y compris en Chine. L'administration de Donald Trump avait accusé la Chine de s'être rendue coupable de génocide et crimes contre l'humanité envers les Ouïghours. Joe Biden a prévenu de son côté que la Chine subira des répercussions pour les violations des droits de l'homme qu'elle commet à l'encontre des minorités musulmanes dans la région du Xinjiang. Donc si déjà Trump avait agi, c'est logique que Biden continue là-dedans, puisque c'est en partie une de ses promesses de campagne, de protéger les minorités et les plus faibles. Ce qu'avait un peu plus négligé déjà Donald Trump. Mais Anthony Blinken a aussi promis de dialoguer avec la Chine à la recherche de terrains d'entente pour lutter contre le changement climatique, renforcer la sécurité sanitaire et promouvoir la non-prolifération. Pas d'ingérence américaine. Durant leur premier entretien téléphonique le mois dernier, Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping sont apparus en contradiction sur la plupart des sujets, bien que Pékin a dit considérer qu'une confrontation serait un désastre pour les deux pays. Bah oui. Dans les guerres, il n'y a que des perdants. Pékin a clairement fait savoir qu'il ne se laisserait pas dicter son comportement par Washington. Le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, a promis que jamais Pékin n'accepterait les accusations et les dénigrements. Selon lui, les États-Unis utilisent le prétexte des droits de l'homme et de la démocratie pour s'ingérer dans les affaires des autres pays. Il faut que les États-Unis le comprennent aussi rapidement que possible, faute de quoi le monde continuera de vivre dans l'instabilité, a-t-il menacé. Et là... bah, les Chinois mettent quand même le point sur quelque chose. C'est vrai que l'Amérique, elle doit... Moi, en mon sens, il est clair que l'Amérique a utilisé cet argument de « on vient amener la paix et la démocratie » pour juste envahir certaines zones, certaines civilisations. Et il faut vraiment que l'Amérique arrête ça. Putain, arrêtez ça. Faites-le vraiment maintenant. Arrêtez de le faire juste pour vos propres intérêts. Allez dans des conflits qui n'ont
où vous n'avez pas d'intérêt. Faites vraiment votre rôle, et là, peut-être que vous gagnerez réellement la guerre idéologique, parce que là, du coup, au contraire de Pékin, vous aurez l'avantage de dire, bah oui, nous, on vient vraiment aider les populations en difficulté, et en plus, ça vous amènera, c'est un peu le fameux karma positif, en fait. C'est que ça vous amènera forcément, je pense, des points positifs. Maintenant, bon, aller dans les pays juste parce qu'il y a du pétrole et qu'ils sont instables, c'est juste foutre la merde. Donc là, pour le coup, autant je trouve que les Chinois abusent énormément, autant là, c'est difficile de leur donner entièrement tort. Lors de la réunion annuelle du Parlement chinois, le Premier ministre chinois Li Keqiang avait appelé au respect des intérêts fondamentaux des deux pays, à une coopération gagnant-gagnant entre les deux puissances et à la non-ingérence dans les affaires intérieures. La Chine et les États-Unis ont des intérêts communs et doivent œuvrer à développer des relations saines, avait-il déclaré. Ce qui est très intéressant aussi, juste pour la parenthèse, c'est qu'en fait, il y a deux philosophies très différentes. C'est que notamment, l'art de la guerre est énormément lu en Asie, par rapport aux généraux et aux administrations des pays asiatiques, alors que c'est un autre général qui est lu... ah putain, je sais plus son nom. Je sais plus, mais il y a un autre général plutôt du côté justement occidental qui est lu, qui était un général américain qui a écrit un bouquin sur les stratégies de guerre, et du coup c'est une philosophie beaucoup plus, je vais dire, agressive et militaire que notamment l'art de la guerre, qui en fait dit toujours, là je crois que c'est dans les premières phrases où ils disent faut éviter la guerre. En fait, la guerre, c'est vraiment l'ultime recours, et avant ça, il faut faire tout ce qui est en le pouvoir pour éviter la guerre. Maintenant, s'il y a la guerre, voilà comment il faut faire. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, la Chine a toujours une philosophie de gagner sans se battre, parce que c'est énormément dans l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'est vraiment la philosophie de comment gagner en faisant le moins de pertes possible, comment annexer par exemple des régions sans se faire jeter par la population, etc. Et donc en fait, c'est pour ça que là notamment, c'est pas étonnant que la Chine parle d'apaisement, de deal gagnant-gagnant, parce que la Chine, elle fait comme ça, elle fait des petits coups bas, parce qu'elle sait très bien qu'en faisant des petits trucs discrets, en furte, par-ci par-là, notamment investir en Afrique, investir en Amérique du Sud, voilà, dans des zones stratégiques. Mais vous voyez, ils investissent de l'argent, parfois ils vont envoyer des formations militaires, etc., pour former des soldats, etc. Ils vont étendre leur influence, alors que les Américains, ces dernières années, on va voir avec Biden comment ça va se passer, mais ces dernières années, c'était plutôt « on envoie l'armée !» Là, ça va pas, on impose la démocratie, au lieu de parfois justement aider les populations. Donc c'est deux philosophies qui se combattent. Et du coup, voilà, ce deal gagnant-gagnant de la Chine est très, j'ai envie de dire, très asiatique comme façon de réfléchir. Deux puissances étroitement liées. En dépit des tensions, les deux pays restent en effet étroitement liés économiquement. On estime que la Chine sera le premier bénéficiaire du vaste plan de relance de l'administration Biden de 1900 milliards de dollars. Le stimulus budgétaire devrait ainsi générer une croissance additionnelle des exportations chinoises vers les États-Unis de 60 milliards de dollars en 2021-2022, principalement sous la forme d'ordinateurs et de téléphones, d'électroménagers et de textiles. En conséquence, le déficit commercial américain devrait se creuser pour atteindre 4,5% du PIB d'ici 2022, contre une moyenne de 2,9% lors des 5 dernières années. La volonté de rééquilibrer les échanges entre les deux premières puissances économiques mondiales était pourtant à l'origine de la guerre commerciale déclenchée par l'ancien président Donald Trump à coup de hausse de droits de douane. Alors c'est vrai que, évidemment, la démocratie, ça coûte plus cher que la dictature, parce que je vous rappelle qu'en Chine, ils ont un président élu à vie, donc il y a un seul parti unique aussi. Donc effectivement, la démocratie, malheureusement, ça coûte cher. On peut pas faire bosser les gens dans n'importe quelle condition, bien que l'Amérique soit assez libre et assez gentille à ce niveau-là. Mais il est clair que, et ça c'est le grand, c'est pour ça aussi, on a quand même, je crois, c'est la grande chance du 21e siècle par rapport à la guerre et aux problèmes internationaux, c'est qu'effectivement, maintenant, tous les pays sont relativement liés. Les plus grandes puissances sont liées économiquement, et en fait, si elles commencent à entrer en guerre directement l'une envers l'autre, c'est un drame, mais mondial, quoi. C'est que là, directement, même s'il n'y a que l'Amérique et la Chine qui pâtissent des conséquences de la guerre, par exemple, parce qu'ils feraient la guerre, eh bien,
ça d'office aurait des répercussions dans le monde entier et ce serait le bordel intégral, quoi. Donc c'est clair que, en fait, ça n'a plus beaucoup de sens, je pense, au XXIe siècle, et je croise les doigts pour que j'ai raison là-dessus, de se battre à main nue. Surtout vu les missiles qu'on a, ça n'a plus aucun sens. Maintenant, c'est vraiment, il faut essayer de trouver des compromis et des façons d'avancer tous ensemble. Et je pense d'ailleurs personnellement, c'est pour ça que je suis assez optimiste, on va dire, sur l'humanité. J'espère vraiment qu'on arrivera un jour à arriver à tous, finalement, trouver des intérêts communs. Bien sûr, c'est une utopie de croire qu'il n'y aura plus jamais de guerre, mais en tout cas, comment dire, de trouver des aspects communs tous ensemble et en tout cas de diminuer ce nombre de guerres qu'on a déjà réussi à faire beaucoup diminuer. Bref, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. N'hésitez pas à liker ou à disliker cette vidéo, à donner votre opinion en commentaire hein, sur l'Amérique versus les Chinois, les Américains versus les Chinois, parce que sinon ça n'a pas de sens. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise!